Henri Navarro, bonjour, Bonjour. et merci de vous prêter avec nous au jeu de l'entretien. Alors nous sommes ici à l'École supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque-Tourcoing, où vous nous avez fait l'honneur de venir animer un workshop et donner une conférence. La raison pour laquelle nous vous avons convié à le faire, c'est que, outre vos activités de scientifique, vous êtes davantage même qu'un amateur d'art éclairé. Vous êtes un acteur engagé dans le champ de la création, et ce à plus d'un titre, puisque vous êtes membre du comité de rédaction d'une revue de poésie, la revue Hors Sol. Vous êtes président d'honneur de Formes élémentaires, une association qui a été créée dans le but d'organiser des expositions où l'art contemporain dialogue avec la science. Et vous poursuivez d'ailleurs des échanges avec certains artistes, dont Olafur Eliasson, avec lequel, me semble-t-il, vous avez été amené à travailler au scénario du prochain film de Claire Denis, dont la sortie en salle est prévue pour 2018. Alors les connexions avec la science ont été largement repérées comme l'un des enjeux majeurs de la création actuelle, y compris du point de vue des institutions du monde de l'art. Nombre d'expositions leur sont dédiées, et il n'est pas rare que les écoles d'art comme les universités les mettent au programme de la recherche. Alors c'est une évolution plutôt positive dont on peut se réjouir dans la mesure où l'offre en la matière répond à une réelle demande, car bien des artistes cherchent à opérer des rapprochements avec la science, voire à nouer des collaborations actives avec des scientifiques, et les sollicitations dont vous faites l'objet à cet égard sont un signe éclatant. Alors comment identifiez-vous ce besoin de science qu'éprouvent massivement les artistes aujourd'hui? D'abord, je vous remercie de votre invitation, puisque c'est moi-même qui suis très honoré d'être votre invité aujourd'hui. Écoutez, je crois en effet que la science peut agir vis-à-vis de l'art en général et du geste de création en particulier dans un double mouvement. Je crois que d'une part, l'art peut se nourrir de la science, c'est-à-dire que la proposition scientifique, tant du point de vue de son contenu que de sa méthode, peut constituer l'un des très nombreux matériaux que la science peut à la fois affronter et utiliser dans ses propres chaînes créatives. Donc je dirais qu'elle a un rôle évident d'ouverture des possibles, parce qu'après tout, la science fait partie du monde, et il serait bien étonnant que l'art, qui est un enchevêtrement complexe de systèmes symboliques, échappe à cette velléité d'utilisation de ce matériau qui est quand même particulièrement riche, diapré et protéiforme. Mais en contrepoint de cette libération, pourrait-on dire, je crois que l'art a aussi le rôle extrêmement important d'apporter des contraintes que bien sûr l'artiste peut subvertir, auxquelles naturellement il peut décider de ne pas se prêter, mais qui ont le mérite de proposer un cadre et donc des frontières qu'il sera bien évidemment tentant de déplacer ou de décaler. Je crois que dans l'histoire de l'esthétique, on a vu apparaître un débat intéressant entre Batteux et Lessing au moment où le premier écrivait pour la première fois art au singulier, en essayant en quelque sorte de subjumer tous les arts et donc de les contraindre, et où Lessing, en identifiant au contraire la diversité des pratiques artistiques, allait insuffler comme ça une sorte de liberté presque diffractive. Et ce que je crois, ou au moins que j'espère, c'est que justement la science peut intervenir dans ce jeu du point de vue à la fois d'une spirale comme ça contractante qui vient en quelque sorte resserrer le geste artistique vers un noyau dur qui peut-être n'était pas encore identifié, et en parallèle lui offrir une divergence possible, parce que l'histoire nous montre, et elle est très rassurante de ce point de vue-là, dès lors que quelque chose d'inattendu et quelque chose d'aussi riche et d'aussi frappant et étrange et parfois même choquant finalement pour l'imaginaire s'offre à nous, il est évident que l'art peut s'en emparer et le porter bien au-delà de son champ propre initial. Mais vous-même, comment appréhendez-vous les attentes dont vous faites l'objet quand un artiste fait appel à vous? Alors moi-même, oui, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Olafur. Avec Olafur Eliasson, on a peu travaillé sur le scénario du film, on a surtout réfléchi un peu sur ce que c'était qu'une sorte de danse incorporelle. Avec Pistoletto aussi, on avait travaillé un petit peu sur le concept d'utopie, dystopie, avec Sophie Pouille, donc sur les formes élémentaires, on a des interactions très intéressantes autour de l'instable. Et Claire Denis, la réalisatrice, c'est pas simplement une rencontre finalement, c'est une amitié, et au-delà, moi je pense que c'est quelqu'un avec qui s'est créé une connivence absolument extraordinaire. C'est vrai que mon rôle initial était celui de consultant scientifique, et
entre nous, je suis très content de n'en être pas resté là parce que ça m'aurait pas beaucoup intéressé finalement d'être le monsieur trou noir qui venait lui dire dans son film ce que sont les effets gravitationnels autour des astres occlus. Mais Claire est magnifique et elle a eu l'extraordinaire bonté de me faire confiance et donc on a interagi en réalité à tous les niveaux du film. Et pour moi, les meilleurs souvenirs, ce ne sont pas les moments où je lui expliquais la structure du champ gravitationnel, ce sont les moments où nous avions un rendez-vous très serré de 4 heures pour parler du film. Nous avons intégralement parlé, à évoquer Van Gogh et le livre d'Artaud, et à la fin, tout le monde était reparti très heureux parce que nous avions contribué à quelque chose qui était fondamentalement inattendu. Donc, moi, dans cette expérience, j'ai été un infime comme ça, un petit courant d'air dans un ouragan. Nous verrons à la fin s'il a été utile ou non. Mais je crois que tout le monde s'est mis en situation de danger. Claire Denis n'a jamais fait de film de science-fiction jusqu'à maintenant. Elle avait peur. Elle a toujours peur, Claire, parce que c'est une penseuse de l'instable. Elle est géniale, mais précisément, sa beauté tient à cet équilibre de l'éphémère qui perdure, mais il sait qu'il pourrait ne pas perdurer. Et moi, j'ai peur aussi, parce qu'après tout, je n'avais aucune légitimité pour m'intégrer dans cette aventure, qui est très au-delà de mon champ de compétences. Et en sortant de nos zones de confort, comme ça, de nos périphéries de savoir-faire, il y a une tentative. Et le résultat sera exécrable ou magnifique, ou vraisemblablement entre les deux, nous verrons bien. Mais si ces artistes ont pu témoigner cette confiance, c'est parce que vous avez une compréhension intime de l'art, et que de ce fait, vous gardez bien justement de rabattre la relation qu'ils ont nouée avec la science sur une simple transposition au champ de l'art d'une théorie scientifique brandie comme modèle d'explication des phénomènes. Oui, absolument. Je pense que rien ne serait pire qu'une vision hégémonique dans laquelle la science aurait le rôle de la vérité, finalement, l'aletheia avec un A majuscule, et l'art n'interviendrait que comme illustration. Ça, je crois que c'est ce contre quoi il faut s'inscrire drastiquement en faux, et précisément aujourd'hui. Ce qui me paraît finalement être une insulte aux deux champs disciplinaires. C'est évidemment une insulte à l'art que de le rabattre sur une simple illustration, ça va sans dire, mais c'est aussi une insulte à la science que de croire qu'elle serait seule à s'emparer de la totalité du réel signifiant. Je suis le premier convaincu que la science, qui d'ailleurs n'est pas un monolithe, mais plutôt une constellation diffuse et parfois même difforme de pratiques différentes, exprime quelque chose de fondamental, que ce qu'elle dit est vrai, que ce qu'elle dit est nécessaire, et on le voit bien sûr avec les dérives américaines en particulier, où tout peut être dit, y compris le plus abject, que la vérité scientifique vienne nous rappeler à l'œuvre, c'est tout à fait nécessaire, et vienne nous rappeler à l'ordre plus exactement, mais en contrepoint de cela, la science ce n'est qu'un mode de dévoilement, et ce mode de dévoilement lui-même est extrêmement diffracté. Et donc, le rôle de l'art dans cette affaire, ce n'est pas de rendre intelligibles les propositions scientifiques, ce n'est pas de les illustrer, ce n'est pas de faire le rôle de la vulgarisation, qui est très noble d'ailleurs, que je ne méprise absolument pas, mais qui est autre chose. Je pense que l'art, c'est une activité sérieuse. Rien, enfin, en tout cas dans ce champ-là, rien ne m'agace plus, vous savez que ces gens qui ne connaissent rien d'un artiste, qui voient une œuvre au détour d'une affiche dans le métro, et disent « Oh, c'est nul !» Mais personne ne regarderait les équations d'Einstein en disant « Oh, c'est nul !» Parce qu'on sait bien que comprendre la relativité générale demande un travail. C'est un système symbolique très complexe, on peut ne pas l'aimer et on peut même le pourfendre. Certains physiciens tentent de travailler au-delà ou contre la relativité générale, et c'est louable. Mais c'est louable en connaissance de cause. Et aujourd'hui, se positionner, bien sûr pas dans une école d'art, mais je vois des étudiants par ailleurs fort sympathiques, en physique ou en mathématiques, dire « Oh, mais Duchamp, c'est un imposteur, la l'urinoir, ça ne veut rien dire, ça c'est une simple provocation. » Déjà, imposteur, vous savez, c'est le mot à la mode pour désigner ses adversaires. Imposteur, c'est un mot qui me terrifie parce que généralement, il ne signifie qu'une chose, c'est « je ne comprends pas et ne veux pas comprendre la démarche de l'autre ». Bien sûr, on peut ne pas aimer Duchamp, c'est tout à fait louable, mais il faut comprendre la démarche. Je crois que l'art fonctionne de manière référentielle et que par conséquent, évaluer pour le meilleur ou pour le pire un geste artistique, c'est d'abord le cerner de l'intérieur. Et l'articulation art-science est vraiment une articulation, je dirais, déhiérarchisée. C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent se nourrir mutuellement, peuvent éventuellement permettre à infléchir l'ensemble des possibles intellectifs. C'est-à-dire que des gestes qui semblaient interdits peuvent être envisagés à titre expérimental en se fondant sur la démarche de l'autre, mais oui, dans un respect mutuel qui n'est pas celui d'une simple mise en exergue ou au contraire mise en abîme de l'autre.
Oui. À cet égard, vous avez coutume de référer les arts et les sciences à des manières de faire des mondes, au sens où l'entendait le philosophe américain Nelson Goodman. Oui. Ce qui est une manière de leur reconnaître une égalité théorique, justement. Et Goodman occupe dans l'économie de votre réflexion une place considérable, et plus particulièrement dans votre thèse de philosophie, qui a paru récemment sous le titre de Chaos multiples aux éditions Galilée. Goodman s'y trouve en très bonne compagnie, puisqu'il y côtoie Jacques Derrida, et vous y proposez une articulation de fait originale du constructivisme goodmanien et de la déconstruction derridienne. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que nous avons à gagner, à supplémenter l'un par l'autre? Ou à perdre, peut-être, oui. Ne préjugeons pas. Oui, alors d'abord peut-être, juste pour conclure sur ce que vous disiez en introduction et qui fait écho à notre précédente intervention, je m'inscris vraiment dans un désir de désacralisation de la science. Mais il est contextuel. Dans une ère obscurantiste où la science serait extrêmement malmenée, je n'aurais pas le même point de vue. Ce n'est pas une sorte de geste ontologique, c'est un geste de réaction. Il y a une vingtaine d'années, Alan Sokal a ouvert ce qu'on appelle les Science Wars, là encore en qualifiant d'imposture un certain nombre de philosophies continentales, contemporaines, qu'à mon sens il ne comprenait pas. Et c'est toujours ce même mot qui signe finalement l'incapacité à reconnaître la dynamique de l'autre en tant que l'autre. Et les conséquences de ces dites Science Wars est qu'aujourd'hui, je trouve, le matériau scientifique fait peur, aussi bien aux philosophes qu'à un certain nombre d'artistes, qu'à un certain nombre d'historiens, et on n'ose plus y toucher. Parce que, précisément, l'erreur a consisté à sacraliser, au nom précisément d'une pensée scientifique, et donc non sacrée. La pensée scientifique est une pensée du doute. Mais en mécomprenant cette dimension d'incertitude, sacraliser la science, l'a enfermée dans une bulle qui ne lui rend ni honneur à elle, ni à ceux qui souhaiteraient s'en inspirer. Et aujourd'hui, ce que j'entends par désacraliser, ce n'est évidemment pas faire offense à la science, ce n'est évidemment pas dire n'importe quoi, l'utiliser à tout bout de champ pour métaphoriser de façon inopportune. Personne n'est favorable à l'erreur et au charlatanisme, on peut le rappeler, ça va de soi. Mais ce que j'entends par désacraliser, c'est oser déporter hors champ, parce que c'est toujours en déportant hors de la zone, me semble-t-il, initiale, la zone de naissance du lieu de l'incoatif d'une pensée, que celle-ci peut éventuellement s'enraciner dans un champ social qui la dépasse et dans une dimension culturelle qui, in fine, pourra faire du sens. Donc c'est vraiment ça, je trouve, l'idée aujourd'hui de l'interaction art-science, mais finalement également de l'interaction philosophie-science, peut-être histoire-science. Alors c'est vrai que Goodman, le philosophe analytique américain, nous est d'un grand secours. Il disait lui-même qu'il voulait, par cette idée de monde créé à partir de rien par l'usage de symboles, c'est d'ailleurs un point de vue qu'il emprunte au philosophe néo-kantien Ernst Cassirer, hisser les beaux-arts au niveau des légitimités des sciences dures. Et c'est tout à son honneur. Mais j'aimerais retourner sa proposition en disant que par là même, je crois qu'il hisse les sciences dures au niveau de créativité des beaux-arts. Et certains de mes collègues sont très choqués de Goodman et se disent mais comment peux-tu continuer à être chercheur en physique si tu crois en effet que la physique n'est qu'une manière de faire un monde? Mais ça ne me semble pas du tout être une offense à la physique. Grâce à Goodman, je me sens être artiste. Et je suis extrêmement fier de ça. C'est l'inverse d'une offense. Ce que Goodman veut dire, c'est que nous vivons dans des mondes où il y a des quarks, où il y a des protons, mais où il y a aussi des symphonies de Beethoven, où il y a aussi des vols de mouches, où il y a aussi des quarks, où il y a aussi des fées, quand nous racontons des histoires à nos enfants. Et le fait est que les gnomes des mythologies nordiques, les elfes, les trolls, les licornes, les quarts de ton, les quarks, les équations différentielles et les touches d'un piano Steinway ne vivent pas dans le même monde. Ils obéissent à des systèmes symboliques qui sont tellement différents que leurs critères d'évaluation, pour reprendre ce mot qui est un peu désuet et presque un peu gênant, mais qui existe, parce que le relativisme goodmanien est un relativisme sous contrainte de rigueur. Il est très exigeant, dépasse finalement l'idée d'une vérité unique ou d'un monde unique dans lequel il serait impossible de rendre compte de la diversité de ces chaînes qui sont finalement des mondes presque autonomes, quoi qu'en interaction. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de discuter des porosités qu'il y a à créer entre ces mondes. Mais là où Goodman est vraiment génial et vraiment utile aujourd'hui, et vraiment subversif et donc vraiment détesté, c'est parce que il a compris que pour servir vraiment la vérité,
Il ne suffit pas, et là je prends une expression de Derrida, de l'arborer comme ça, de l'arborer à chaque instant et de l'accrocher à la boutonnière. Voilà. Il ne suffit pas de faire ça, parce que chacun, évidemment, est favorable à la vérité. Qui va s'exprimer au nom du mensonge? Nous sommes tous pour la vérité, sauf quelques véritables imposteurs, mais qui ne font pas partie du débat public. Donc nous sommes pour la vérité, soit, mais la vérité c'est une chose subtile. Elle a évolué temporellement, et même à un instant donné, elle varie d'une culture à l'autre, et même dans une culture, elle varie d'un champ à l'autre. Le nier, finalement, ce serait mentir au nom de la vérité. Est-ce que c'est ce que l'on veut? Ça n'a aucun sens. Goodman montre que la correction, par exemple, est un critère plus profond que la vérité. Il ne s'agit pas de dire tout se vaut, tout est vrai, tout est bon. Personne ne dit ça. Et tout le monde récuse ce relativisme nihiliste. Le relativisme de Goodman, c'est un niveau d'exigence supplémentaire. Mais curieusement, cette exigence fait peur. Et c'est pourquoi, dans le niveau face à la crispation radicale de ce temps, où en effet l'adversaire devient un ennemi, je trouve que la pensée subtile de Goodman est particulièrement bienvenue parce qu'elle désabsolutise nos hiérarchies naïves. Et en effet, l'hypothèse de mon travail, c'était qu'il y avait mérite à conjoindre ce constructivisme, pourrait-on dire, à une forme de déconstruction derridienne, alors qu'on se rassure, il ne s'agit pas de tendre vers le néant, puisque déconstruction ne signifie pas destruction, sinon Derrida aurait dit destruction. Et cette déconstruction est intéressante parce qu'en contrepoint de l'effraction du multiple chez Goodman, donc il y a plus d'un monde, il y a plus d'un, nous vivons dans une diversité, dans une multiplicité, il y a une interrogation de la loi chez Derrida, mais une interrogation très subtile et intelligente. Il ne s'agit pas de dire « vive l'anarchie », on pourrait le dire, mais ce n'est pas ce que fait Derrida. Chez Derrida, l'interrogation de la loi s'intéresse à une autodissolution, comme si chaque mode du légal, et il le voit avec Blanchot, avec Jabès, avec Celan, avec Genet, donc avec la littérature et la poésie en particulier, que chaque type de loi contient en quelque sorte le germe, la graine, l'incoatif de sa propre dissolution. Et ceci apparaît en particulier dans le Timée de Platon, où le concept de Cora vient en quelque sorte faire vaciller comme ça, l'ordre extrêmement serré de Platon essaye de mettre en place. Et donc conjoindre Goodman et Derrida, c'est une hypothèse simple qui consisterait à se résumer en une phrase. Je crois que l'essentiel de notre culture occidentale a été nervuré par les mythes de l'un et de l'ordre. Pour le meilleur et pour le pire, ne jugeons pas l'histoire, ceci a eu lieu. Y a-t-il un espace pour penser hors de ce double dictat, de cette double spirale, du fantasme de l'unité et du fantasme de l'affrontement du chaos? Mais si nous revenons à Goodman, les versions de monde que fabriquent les artistes, les scientifiques, les philosophes, etc., sont irréductibles les unes aux autres. Mais d'un autre côté, il ouvre une réflexion sur la commensurabilité de nos pratiques de symbolisation. Alors, dans quel sens peut-on envisager une traduction, même partielle, d'une version dans une autre, une version d'une système complète dans un autre? Oui, alors cette question de la traduction, évidemment, Goodman n'est pas la seule à la poser. Depuis Ferdinand de Saussure et bien d'autres, toute la tradition l'a interrogée. Pour la résumer en quelques phrases, j'ai tendance à considérer que la conclusion la plus raisonnable vers laquelle convergent ces réflexions, c'est que stricto sensu, la traduction est absolument impossible. C'est-à-dire qu'elle est impossible par essence. Traduire ne peut pas se faire, et pourtant traduire doit se faire. Donc voilà l'aporie à laquelle nous faisons face. Et finalement, il me semble que la moins mauvaise posture face à cette contradiction, c'est donc de mettre en œuvre cette mauvaise traduction en la rendant relativement acceptable et donc en l'acceptant comme une création. C'est-à-dire qu'en effet, quand Baudelaire traduit Edgar Poe, il ne le traduit pas en fait. Voilà. Il fait du Baudelaire à partir d'un matériau particulier qui était l'histoire pensée par Poe. Mais finalement, quand Baudelaire écrit sa lettre à une passante, il le dit par ailleurs, il a réellement vu cette passante. Donc il a réellement utilisé un bout de matériau mondain. Pourquoi ne pas utiliser le texte d'un autre? Et de la même manière, quand mon amie Sophie Pouille, puisque nous en parlions tout à l'heure, qui est cet artiste qui travaille sur les formes élémentaires, utilise des petits travaux que j'ai mis en œuvre sur le multivers, il ne reste pas grand-chose de mes travaux.
son œuvre ne dit essentiellement rien des arguments techniques que j'ai essayé de développer pour montrer que dans le cadre de la cosmologie quantique, on pouvait distinguer entre l'interprétation de Everett et l'interprétation de Bohr de la mécanique quantique. Qui pourra le voir dans son œuvre? Ce serait mentir que de croire que tout est là. Et pourtant, ce qui relevait d'une forme de traduction, je préfère le mot traduction que inspiration. Inspiration, c'est un peu désuet comme ça, comme si nous étions tous la muse de l'autre. Personne n'a envie d'être une muse en fait. Tout le monde a envie d'être l'acteur. Moi, je veux être l'artiste, je veux pas être la muse. Et personne ne veut être la muse. Et donc, je crois que c'est pas ça. C'est pas une inspiration. C'est une traduction qui est très mauvaise. Mais ça, on le sait. Mais c'est pas grave, parce que ce qui a rendu le résultat intéressant, c'est précisément que la création est venue suppléer le déficit abyssal, presque infini, de la traduction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on constate que cette traduction aporétique en un sens, mais recréatrice aussi, se fait vraiment dans les deux sens, parce que Goodman disait cela précisément, on disait des versions du monde qu'elles étaient irréductibles les unes aux autres, en prenant pour exemple Fingal's Wake, le roman de Joyce, et la physique quantique. Or, le terme de quartz est précisément un emprunt à Fingal's Wake. Voilà, le terme de quartz provient là. Donc Goodman avait à la fois de l'humour et une bonne culture, ce qui est très intéressant. C'était un collectionneur d'art. Oui, oui, puis sa femme était artiste, donc oui, c'est quelqu'un qui connaissait très bien le monde de l'art. Et si nous revenons à la physique, il me semble qu'elle j'oublie aujourd'hui d'un certain nombre de nuances de la part des artistes. Bien que ces propositions soient largement contre-intuitives. Et comment l'expliqueriez-vous? Qu'est-ce qui vous semble non pas tant transposable qu'adoptable de la physique actuelle dans le champ de la création artistique? Et en particulier, en quoi la compréhension à laquelle la physique est parvenue quant à l'espace, quant au temps, quant à la matière, peut-elle instruire, ou mieux encore informer ce sentiment de la forme, au fond, qui revient aux arts de cultiver? Oui, peut-être, là en effet, il se passe quelque chose d'intéressant, parce que j'ai tendance à croire que la spécificité du geste scientifique ne tient pas, à mon sens, à un rapport privilégié avec la vérité, à un rapport privilégié avec l'ontologie, avec l'en-soi du réel, un rapport privilégié avec l'exactitude, quoique, on pourrait dire, les phénomènes concret, il y a en effet une dimension d'exactitude, mais je crois que ce qui peut-être quand même le singularise le mieux, c'est une sorte de rapport ambigu, bien sûr, à une certaine forme d'humilité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que la vision arrogante, totalisatrice et hégémonique de la science est en réalité une offense au fondement même de la science. J'entends par humilité, voire modestie en réalité, le fait que ce qui s'offre à nous peut ne pas être du tout ce qui est attendu. Naturellement, un artiste peut aller là où il ne pensait pas initialement aller. Naturellement, un artiste peut renier son œuvre. Ceci a lieu, et a lieu même, je pense, fréquemment. Dans le cadre de la physique, c'est un peu différent. Parce qu'il peut arriver qu'une théorie qui soit absolument enthousiasmante pour la communauté, pour les pairs, qui jouit d'une très grande reconnaissance institutionnelle, d'une très grande cohérence mathématique et d'une très grande appétence esthétique, soit invalidée du jour au lendemain par une expérience. Ça, c'est le moment où la nature nous dit « Vous avez bien travaillé, vos théories sont belles, mais elles sont fausses. » Et là, une sorte d'altérité radicale s'impose à nous, c'est-à-dire qu'il y a une forme de factualité, non pas une factualité à un niveau transcendant qui va nous dire le réel en tant que tel se découvre. Non, c'est pas le réel en tant que tel, c'est le réel en tant qu'il est appréhendé par la science. Donc nous sommes toujours dans un seul des mondes de Goodman. Mais dans ce monde-là, il y a une forme d'extériorité radicale qui peut venir déconstruire, et voire même détruire cette fois la déconstruction, c'est-à-dire la reconstruction inhérente viendra plus tard, mais le réel peut venir s'inscrire en faux. On le voit au CERN en ce moment à Genève, le grand accélérateur nous dit cette théorie, la supersymétrie, sur laquelle vous travaillez tous, vous autres physiciens des particules depuis 30 ans, semble être inexacte. Et il faut presque tout recommencer à zéro. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu terrifiant, qui est un peu angoissant, mais qui est très beau aussi, parce que de l'intérieur, il peut y avoir une sorte d'autodissolution absolue du geste. Donc ça, je crois que du point de vue de l'art, ça peut avoir un double sens. D'abord, ça peut avoir une valeur d'exemple en termes méthodologiques, parce que, et là je fais une confidence que je m'autorise à vous faire à vous, parce que vous savez que je suis un amoureux d'art, que donc ce n'est pas une critique, mais c'est quand même la seule chose qui me met un peu mal à l'aise dans le monde de l'art, bien que je pense en faire un peu partie, donc c'est avec amour que je le dis, c'est dans un musée par exemple, j'ai toujours parfois une sensation un peu narcissique. Je me dis, mais finalement,
ne faudrait-il pas mieux être dehors, quoi? Ne faudrait-il pas mieux regarder les étoiles, regarder les montagnes, regarder les fleurs, regarder les insectes? Parce que finalement, là, je suis moi, un homme, m'extasiant, m'émouvant devant moi-même. Bien sûr, Michel-Ange, c'est une version bien améliorée de moi-même. C'est la version géniale. Ce n'est pas mon alter ego, c'est mon alter inégal et très supérieur. Mais quand même, ça reste un homme qui est fondamentalement très proche de vous et de moi. Et donc, ça, parfois, ça me fait un peu peur. Je n'en ai pas moins là, que ce soit clair. Et donc, je ne crois pas qu'il faille brûler les musées, bien au contraire, mais je pense que là, justement, la science peut suppléer ça, pas remplacer ça, mais suppléer ça par une forme d'altérité où ce qui se donne n'est pas ce que nous attendions. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manière de contrecarrer le fantasme. Bien sûr, le geste scientifique est aussi associé au fantasme, parce qu'on cherche ce qu'on aime, et nous sommes innervés de nos savoirs, de notre environnement culturel. Mais ce qui se révèle peut dépasser cet ajointement comme ça d'espoir et de désir. Et donc disais-je, je crois qu'il peut y avoir une forme d'exemple méthodologique pour tenter d'aller au-delà des velléités initiales, et puis bien sûr, il peut y avoir une matière à travailler, parce qu'en effet, ce que la physique contemporaine nous apprend, cet espace-temps qui se délite, la relativité qui nous montre que les voyages dans le futur sont possibles, qui nous montre qu'on peut transformer du mouvement en existence, qui nous montre que l'espace se courbe eu égard à la puissance de la matière, que nous vivons dans un monde dynamique, que finalement les galaxies s'éloignent sans bouger. Enfin, tout cela est très contre-intuitif, comme vous le disiez, mais finalement je trouve que ce contre-intuitif revêt une dimension presque magique. Alors bien sûr, pour la science, c'est pas magique. Je peux écrire les équations d'où proviennent ces assertions, donc ce n'est pas arbitraire, mais il ne me semble nullement gênant qu'elles soient déportées, utilisées, décontextualisées. Vous savez, les scientistes ont une horreur de la métaphore. Voilà, le mot métaphore pour eux ou postmoderne, voilà, ce sont les deux insultes suprêmes. Si vous lisez de la philosophie postmoderne ou que vous utilisez de métaphore, vous êtes un traître de l'intérieur. Ou relativiste. Voilà, ou relativisme, oui, bien sûr. Alors là c'est vraiment l'offense absolue. Mais ces mots sont vides. Un relativisme nihiliste n'est pas souhaitable. Un relativisme à la Goodman est en fait un niveau supérieur de contrainte et d'exigence de rigueur. De même, le mot métaphore, s'il s'agit de ne pas comprendre un concept, de l'employer à tort en un sens qui n'est pas le sien, ça c'est une tromperie, et c'est une erreur tout simplement, et corrigeons-les. S'il s'agit en effet d'en avoir perçu la signification et de l'exporter hors champ pour donner corps à l'existence d'un nouveau concept et pour enrichir mutuellement des mondes qui, nous disions, sont différents. Un poète n'est pas un physicien théoricien. Mais pour autant, il est tout à fait évident que l'extraordinaire révolution scientifique qui eut lieu au début du XXe siècle a été nourrie et innervée de poésie, de peinture et de musique, et réciproquement. Et donc, couper court à cette capacité de déterritorialisation, pour le dire comme Deleuze, ce serait simplement mettre un frein extraordinaire au possible de la pensée. Et ça serait regrettable, je crois. Oui. Et donc il y a une parenté méthodologique entre les arts et la physique en particulier, en ce que la physique conjoint Manon Davis une capacité d'invention quasiment démiurgique avec un consentement inattendu. Écoutez, moi je ne saurais mieux le résumer. Non, mais je crois que c'est ça, parce que la meilleure résistance dont nous pouvons faire preuve, me semble-t-il, dans l'actualité, y compris politique que nous traversons, c'est la nuance radicale. Voilà. Moi, on m'a demandé une fois si j'étais radical ou nuancé, j'ai répondu j'essaye d'être radicalement nuancé. Et c'est exactement ce que vous faites, parce qu'on voit d'une part un scientisme naïf et arrogant qui voudrait nous faire croire que la science est un simple dévoilement du réel tel qu'il est, ce qui est absolument intenable pour une infinité de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais n'importe quel ouvrage d'épistémologie de premier cycle de licence le démonte. Et à l'opposé, on a une vision, disons, hyper science socialisante, dans laquelle la science serait une pure boîte noire, une simple construction sociale, sans le moindre rapport à l'altérité, ce qui est faux aussi. Ce qui est faux aussi parce qu'on a construit une machine à 10 milliards d'euros pour voir des particules supersymétriques et on ne les a pas vues. C'était une construction sociale, croyez-moi que nous les aurions vues, parce que ça aurait arrangé tout le monde. Donc, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être nuancés, et être nuancé, c'est précisément reconnaître qu'il s'agit de créer, parce que bien évidemment, une théorie qui décrit le monde physique est une invention humaine. J'en suis absolument persuadé, et on peut arguer de façon très convaincante en ce sens. Nous sommes en train de
projeter sur un réel existant, parce qu'il y a de l'autre, quelque chose qui relève d'un système symbolique qui est inventé. Mais pour autant, les modes d'adéquation avec ce réel ne sont évidemment pas une simple convention. Et c'est la raison pour laquelle la falsification est possible. Et donc, en effet, je crois que l'artiste et le scientifique ont en commun d'être des créateurs sous contrainte, et comme le disait Goodman, finalement, il ne s'agit dans les deux cas que de procéder cognitivement. Moi, je crois en effet que l'art procède cognitivement. Je crois que la distinction naïve art-science, savoir versus émotion, est très mauvaise en réalité. L'art fait fonctionner les émotions cognitivement. Moi, une émotion peut m'émouvoir, et l'art peut me renseigner. J'en suis absolument persuadé. Et de la nuance, il en faut certainement pour aborder ces objets dont vous êtes fait une spécialité, des objets que la physique qualifie de noirs. Ah oui. Et il y a les fameux trous noirs auxquels vous consacrez une bonne part de vos recherches théoriques, la matière noire et l'énergie noire de l'autre côté, qui font la matière de vos recherches expérimentales. Est-ce que ce qualificatif commun se justifie d'une parenté physique ? Vous avez remarqué, j'ai une chemise noire aujourd'hui. Rassurez-vous, je suis beaucoup plus proche de Pasolini que de ses opposants en chemise blanche. Donc pour être plus sérieux, oui, alors l'univers noir, c'est en effet un peu ma spécialité, trou noir, matière noire, énergie noire. Peut-être je veux dire en un mot rapide dont il s'agit. Les trous noirs, ce sont des zones de l'espace de forme sphérique dans lesquelles il est possible d'entrer, mais desquelles il est impossible de s'extraire. Donc ce ne sont pas des objets matériels, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de matière à la surface d'un trou noir, on peut entrer sans dommage, jusqu'à ce que l'effet de marée nous disloque, donc c'est quand même un peu dangereux, mais tout retour vers l'extérieur est strictement inenvisageable. Ce sont des objets étranges, on les comprend bien, on sait qu'ils existent, mais pour autant ils semblent détruire l'information. Et ça c'est très bizarre parce que la physique nous apprend que l'information est quelque chose qui perdure. Donc là il y a une forme de contradiction, et donc il y a matière à étude et à élaboration de théories novatrices. Ensuite, ce que nous appelions la matière noire. Alors, la matière noire, c'est proprement incroyable. Moi, je vous dirais que c'est l'énigme la plus fondamentale et finalement lancinante de la science contemporaine, parce qu'elle a émergé il y a près d'un siècle. Donc c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais vis-à-vis de laquelle la réponse demeure absolument obscure, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, obscurus en latin, c'est l'ombre. Voilà. Moi, je suis un homme de l'ombre. Je trouve ça... Le soleil, la lumière aveuglante du soleil a tendance à toujours amoindrir le contraste. Moi, je crois que les peintres flamands, n'est-ce pas, puisque nous sommes dans le Nord, ils sont quand même pas mal tirés avec l'ombre, moi je trouve. Bon, on pourrait trouver beaucoup de contre-exemples aussi. Donc, plus sérieusement, encore que la peinture flamande soit très sérieuse, la matière noire, c'est finalement la compréhension de ce que l'essentiel de la masse de l'univers est de nature inconnue. Mais de nature inconnue, c'est pire que ça. C'est pas simplement qu'on ignore ce que c'est qu'on sait que ça ne peut pas être constitué des particules élémentaires par ailleurs identifiées. Vous voyez, c'est un double paradoxe. Non seulement on ne comprend pas comment elle structure l'univers, mais en plus on sait que les protons, les neutrons, les électrons, ce qui constitue toute la matière dans cette pièce, n'est pas ce qui constitue la matière noire. Donc c'est à la fois un défi au macrocosme et un défi au microcosme. Et enfin, donc, ce que nous appelions l'énergie noire, et l'énergie noire, c'est le terme pudique par lequel nous désignons le fait que l'univers est actuellement en expansion accélérée. Donc que l'univers soit en train de grandir n'est pas un paradoxe, c'est ce que nous apprend la théorie d'Einstein, et puisque celle-ci nous montre que l'espace est dynamique, mais ce qui est paradoxal, c'est que l'univers grandisse de plus en plus vite. En quelque sorte, la gravitation freine, et pourtant l'univers accélère. Et nous n'avons aucune explication satisfaisante pour cette accélération de l'expansion cosmologique. Alors en effet, le terme noir que vous évoquiez doit être ici entendu en des sens différents. Les trous noirs sont noirs littéralement, puisqu'en effet la lumière ne peut pas s'en extraire, encore que le physicien britannique Stephen Hawking a montré que les petits trous noirs pouvaient quand même s'évaporer et donc émettre de la lumière, et encore que les gros trous noirs, dits supermassifs, peuvent émettre des particules, des jets de particules extrêmement lumineux, mais ces jets de particules ne viennent pas de l'intérieur du trou noir, ils viennent de l'environnement immédiat. Donc même l'obscurité du trou noir est déjà sujette à caution. Quant à la matière noire et l'énergie noire, finalement, c'est en un sens davantage métaphorique ou métonymique, parce que ce qui se joue ici, c'est le fait
disons que l'obscurité est une manière de signifier notre inconnaissance. Voilà. Le noir joue davantage sur le mode de l'incompris que sur le mode de l'invisible. Parce que l'invisible, au sens strict du terme, ce que nos yeux d'humains, éventuellement suppléés par un télescope, ne voient pas, ça c'est un lieu commun. La quasi-totalité de l'univers est invisible. Ça c'est la grande leçon d'humilité de la physique. Même au sein de la lumière, presque toutes les lumières nous sont inaccessibles, et la lumière n'est qu'un des très nombreux médiateurs du cosmos. Donc le fait que l'essentiel de ce qui existe dans l'univers ne nous soit pas visible du point de vue de la lumière optique, c'est vrai, mais c'est un lieu commun, on le sait depuis longtemps, la lumière est insuffisante, elle est extrêmement insuffisante, et comprendre le cosmos, c'est d'abord essayer de s'inventer des nouveaux sens, c'est-à-dire de voir les ondes radio, de voir les rayons gamma, de voir les neutrinos, de voir les rayons cosmiques, et depuis peu, de voir les ondes gravitationnelles, ces petits comme ça, tressaillements de l'espace-temps. Néanmoins, et là je vais être un tout petit peu provocateur, ça ne me ressemble pas, moi je n'ai pas d'inquiétude particulière avec la métaphore, c'est-à-dire que, en effet, quand je parle d'énergie noire, je sais très bien en tant que physicien que je ne veux pas dire que cette énergie a la couleur de ma chemise, ça n'a pas de sens, l'énergie n'a pas de couleur. Mais tous les mots du vocabulaire, y compris courant, charrient un passé, une dimension symbolique, vont de pair avec une charge sémiotique qui les dépasse. Pourquoi faudrait-il absolument que la science échappe à cette caractéristique du langage véhiculaire, et même parfois vernaculaire d'ailleurs, qui est essentielle, et qui fait que le langage est beau, et qui fait que le langage peut mener ailleurs, et qui fait que quelque chose peut être construit à partir de. Je ne finis pas ma phrase, parce que le de doit rester ouvert. Alors, tout dépend des circonstances. Si vous faites de la vulgarisation scientifique et que vous expliquez à un étudiant de maîtrise, master, ce que c'est que l'énergie noire, oui, il faut être précis. Et le mot noir est impropre. Et je vais lui expliquer ce que ça signifie. Et je vais lui montrer que c'est plutôt un terme constant dans le lagrangien des équations d'Einstein. Si vous décontextualisez et que finalement, ce qui compte, c'est moins le détail de ce qu'on ne connaît pas que l'immensité de la ligne qui s'ouvre peut-être d'ailleurs, moi je ne suis pas particulièrement choqué de l'emploi de ces mots et de leurs éventuelles conséquences, par exemple les quarks. Donc, comme vous citiez tout à l'heure, que les physiciens ont emprunté au Finnegan's Web de Joyce. Les quarks en physique, on dit qu'ils ont des couleurs. Et on leur attribue des couleurs. Moi, dans mes conférences de vulgarisation, il m'arrive d'employer ce mot. Et un jour, un physicien m'a disputé. En me disant, mais tu te rends compte, tu ne peux pas faire ça, les gens vont croire qu'ils ont vraiment des couleurs. Et c'est vrai, les gens vont croire qu'ils ont vraiment des couleurs. Et c'est vrai que c'est faux. Les quarks n'ont pas des couleurs. Quand on parle de couleurs, on veut dire en réalité ce que ça signifie en physique, c'est la charge qui est associée à la chromodynamique quantique. Mais finalement, on n'est pas complètement stupide. Si les physiciens ont employé ce mot couleur, c'est parce qu'en effet, cette charge a quelque chose à voir avec la couleur. Et c'est parce que d'abord il y a 3 charges, comme il y a 3 couleurs fondamentales, et c'est parce que lorsqu'on conjoint les 3, on obtient quelque chose de particulier. Et donc, je pense que ce mot n'a pas fait effraction dans le vocabulaire physique sans raison, et que par conséquent, lui offrir une certaine latitude n'est pas une offense à la théorie. Les images, au fond, ne tressent pas toutes des obstacles épistémologiques aux scientifiques. Au fond, certaines peuvent avoir une valeur heuristique. On ne peut pas ne pas raisonner par image. Enfin, peut-être certains le peuvent, moi je ne le peux pas. Récemment, j'ai publié dans Physical Review Letters un petit travail sur l'évaporation des trous noirs, où j'ai proposé une hypothèse novatrice quant à la structure de l'horizon, c'est-à-dire de la surface des trous noirs du point de vue de la gravité quantique. J'ai eu cette idée, bonne ou mauvaise, vraisemblablement mauvaise, parce que la plupart des idées originales sont mauvaises, mais qui a le mérite d'exister, à partir de... Oui, je regardais une géode, en fait, qui avait comme ça une surface à facettes. Je me disais, mais finalement, les facettes sont très loin les unes des autres. Quand le trou noir s'évapore, il n'y a aucune raison que causalement les facettes soient liées. Et donc, j'ai pensé à partir de cette image que peut-être il fallait prendre un point de vue local en fait, sur l'évaporation des trous noirs. Si c'était vrai, ça serait formidable parce que ça change complètement la structure du spectre de Hawking et ça ouvrirait des voies à la détection expérimentale des effets de gravité quantique. Puis après, je me suis dit, mais
En fait, il ne faut pas faire ça, c'est complètement faux, parce que, bien sûr, quand on parle de réseau de spin, ce n'est pas du tout des sphères physiques, parce qu'en fait, ce sont des superpositions d'états qui coexistent simultanément. Mais, in fine, je me suis quand même rendu compte que l'image à partir de laquelle j'avais posé cette hypothèse était transposable dans le cadre rigoureux de la description des trous noirs en termes de bouches de spin, réseaux de spin, qui sont des objets extrêmement complexes, bien définis mathématiquement à partir de représentations de groupes de symétrie. Donc, et je ne crois pas être un physicien exceptionnel, je crois que ma façon de fonctionner est très standard en réalité. Et donc, le fait que les images sont un de nos ancrages dans le réel, et que par conséquent, changer l'image peut conduire à une réécriture du réel, même si celle-ci n'est pas fondamentalement de nature picturale, ça me semble indéniable en réalité. Et vous soulignez la question du visible. La physique actuelle est en mesure de préciser la limite qui sépare le visible de l'invisible. Est-ce que vous pouvez expliquer de quelle manière elle procède pour ce faire? Oui, alors je crois que ça fait un peu écho à ce que nous disions tout à l'heure. Là encore, je pense que les artistes ont toujours eu à cœur de donner à voir l'invisible, mais finalement, et les musiciens ont toujours eu à cœur de donner à entendre l'inaudible, c'est-à-dire que le geste créatif me semble généralement signifiant quand il constitue aussi un pas de côté. J'ai toujours une certaine défiance par rapport à la surenchère affirmatrice. Nous évoquions tout à l'heure Jacques Derrida, pardonnez-moi la parenthèse, ses détracteurs lui ont reproché de ne dire que des choses étranges. Bon, c'est un peu vrai, finalement, qu'il ne disait que des choses étranges. Et en même temps, à quoi bon écrire ce que chacun sait déjà? Et je trouve que c'est un des grands défauts de notre temps. On voit de grands intellectuels, qui sont des gens par ailleurs sans doute respectables, écrire tribune sur tribune dans des journaux pour nous expliquer avec quoi finalement nous sommes tous d'accord. Et quand quelqu'un ose penser hors de l'ordre, on lui instruit bien sûr le fameux procès en imposture. Bien sûr, celui qui pense hors de l'ordre peut se tromper, et même se trompe souvent, mais il a au moins le mérite de tenter de déporter le réel et donc de nous inviter autre part. Et je crois que l'art est absolument indispensable dans cette dimension. Et finalement, moi j'ai un ami physicien qui me disait qui travaille sur des nanostructures pour piéger la lumière, et il m'a dit: je n'ai compris ce que je fais finalement qu'après avoir vu Soulage, parce que le noir, pour moi, était un signifiant sans signifier, quoi. Et voilà. Et après il a même connu et travaillé avec Soulage, après, il disait: voilà, là, maintenant je sais ce que c'est vraiment que le noir. Donc, bien sûr que ceci a un rôle absolument fondamental. Alors, le visible, en physique, c'est quelque chose d'un peu plurivoque ou polysémique, parce que si on entend visible par nos yeux, c'est évidemment infiniment désuet, puisqu'on sait déjà que l'essentiel est invisible du point de vue optique, mais ce qui est important pour nous, c'est pas tellement l'invisible, c'est finalement l'inaccessible, quel que soit le moyen d'action. Par exemple, ce qui résiste à tout mode d'investigation, quand bien même nous dépasserions celui de la lumière, puisque la lumière n'est qu'un médiateur parmi beaucoup d'autres. Et il me semble que ce qui se joue ici, c'est le désir d'altérité dans un certain respect, disons, à la fois historique et méthodologique. C'est-à-dire que comment toucher l'autre radical, qui est toujours ce qui est peut-être l'horizon, la visée, sans pour autant procéder par révolution incessante, parce que la révolution incessante, c'est-à-dire l'idée novatrice qui reconstruit radicalement le réel, ne peut pas être le matériau scientifique ou artistique à partir duquel travailler. Il faut quand même un cadre, il faut qu'il y ait du commun. Voilà, il faut qu'il y ait même quelque chose à combattre. Vous savez, c'est une phrase extraordinairement subversive, mais tant pis, je l'aime bien quand même. Sade disait qu'il était heureux qu'il y ait du sacré pour que nous puissions jouir du bonheur du sacrilège. Et je ne sais pas si je la fais mienne, mais elle m'amuse et je la trouve pas complètement fausse quand même. Et je suis bien content qu'il y ait des théories rigides et fausses contre lesquelles se battre. Et finalement, je crois que le point nodal, c'est pas tellement le visible et l'invisible, c'est plutôt le média et l'immédiat. C'est-à-dire que ce que nous avons compris, je crois, c'est que l'immédiat n'existe pas. On a parfois l'impression qu'une partie du monde est immédiatement accessible, je vous vois, alors que
lorsque je tente de découvrir les ondes radio ou les phénomènes célestes exotiques, je vais devoir utiliser des instruments et donc être dans l'immédiat. Je vais devoir avoir un médiateur ou passer par l'entremise d'un objet technique. Mais ça, c'est complètement faux en réalité. Je crois que rien n'est immédiat. Je n'ai jamais accès à l'en-soi du réel. Si même quand je vous serre la main, je ne suis pas dans l'ontologie de votre toucher. Je suis dans une interaction complexe entre les électrons qui sont à la surface de votre peau, qui repoussent les électrons à la surface de la mienne. D'ailleurs, stricto sensu, même quand on se serre la main, on ne se touche pas, puisque c'est une répulsion un peu comme deux aimants. Donc on a l'impression de se toucher, mais ce n'est pas le cas. Tout ça est interprété par un système neuronal qui est lui-même extrêmement complexe. Et donc, quand aujourd'hui nous déclarons avoir vu indirectement des trous noirs de par l'émission d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire de tressaillements fugaces comme ça de la métrique de l'espace-temps, alors que nous voyons les étoiles de façon directe, je pense que c'est faux. Je pense qu'épistémologiquement ça n'a pas de sens. Je pense que voir les ondes gravitationnelles émises par les trous noirs est ni plus ni moins média et immédiat, direct et indirect, que l'observation des étoiles. C'est simplement un peu moins simple, compte tenu des contingences de notre histoire, qui fait qu'en tant que corps, oui, nous sommes sensibles à la lumière et nous ne sommes pas sensibles aux ondes gravitationnelles. Mais moi, vous savez à combien je tiens aussi à cette désanthropocentrisation du réel, c'est-à-dire non seulement voir avec les yeux des télescopes, voir avec les touches de peinture des artistes, et aussi voir ces mondes animaux qui nous entourent et que nous avons à ce point réifiés. Non mais, si vous me permettez une anecdote de 10 secondes, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques jours, j'ai donné une conférence et une dame m'a demandé à la fin l'homme est-il seul dans l'univers? Et j'ai répondu avec beaucoup d'appoint mais bien sûr que non, madame. Et elle m'a regardé avec un air désappointé en disant quoi? Nous avons découvert de la vie extraterrestre et je ne suis pas au courant. Et je lui ai répondu, mais non, nous partageons cette planète avec 9 millions d'espèces vivantes. Et elle avait simplement oublié que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, déjà sur la Terre. Et ça, je pense que il y a tant à découvrir ici, et dans l'altérité radicale, là nous avons encore beaucoup à apprendre, à ce détail près que nous aurons peut-être détruit toutes ces espèces quand nous aurons pris conscience de leur valeur. Tous ces mondes animaux à explorer, voilà. Que nous éviter, il y a comme une exclusion. Exactement. Mais en plus, l'exclu, c'est pas seulement l'œil du biologiste qui montre que le monde de l'actique est magnifique, c'est aussi un projet politique en fait. C'est de dire que, parce que c'est pas simplement la diversité des mondes, c'est aussi l'incommensurabilité hiérarchique des mondes. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Parce que ce qu'il dit, c'est que finalement, le monde de l'actique est absolument parfait, diapré et riche et signifiant du point de vue de l'actique. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir toutes ces choses-là qui apparaissent finalement comme des évidences, mais ces évidences auront été un peu longues à se faire entendre. Il ne donne pas de définition privative de l'animalité, comme celles autour de lesquelles les philosophes se sont accordés, peut-être jusqu'à Elisabeth de Foucault. Oui, bien sûr. Oui, je trouve que la philosophie est très fautive, en fait, finalement, de ce point de vue, parce que quand même, la philosophie est précisément le champ du savoir où il aurait dû être possible d'interroger. Et ce propre de l'homme a été une sorte de sacré de la philosophie. Bon, il y a quelques exceptions. Pythagore, par exemple, c'est un scandale faux par rapport à ses idées. Mais il est vrai que dans l'immense champ disciplinaire de la philosophie occidentale, et en particulier, bien sûr, depuis la violence cartésienne de ce point de vue, la singularité absolue de l'homme a été quelque chose qui ne pouvait pas même être interrogé. Ça, c'est ce que j'appellerais la dimension mythique, finalement. Le mythe, c'est ce sur quoi on ne peut pas même encore poser la question. C'est vrai qu'Elisabeth de Fontenay, avec son magnifique Silence des bêtes, et j'aime beaucoup le titre de ce livre, d'ailleurs, qu'elle a choisi d'illustrer par une peinture de Chagall. Chagall, ça va très bien, ça aussi, le Silence des bêtes. A ouvert un champ, voilà, prolongé par Florence Burga aujourd'hui, par Corinne Péluchon, mais ceci est encore très marginal, et très difficile très difficilement audible. Mais j'aimerais que l'art s'empare, l'art l'a fait déjà depuis beaucoup plus longtemps, mais continue de s'emparer de cette question. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous pointiez le fait que les phénomènes qu'étudient les physiciens sont certes placés sous la dépendance d'une médiation technique, comme des Bachelard
en introduisant le néologisme de phénoménotechnique, mais qu'au fond, tout phénomène est d'ores et déjà placé sous la dépendance d'une médiation. Donc à cet égard, il faudrait s'accorder sur une conception interactionnelle, transactionnelle de la perception, au fond. Oui, permettez-moi de répondre de façon très technique. Il y a donc 2 ans, je crois, les ondes gravitationnelles, je fais exprès de revenir sur cet exemple, pour ne pas avoir à le réexpliquer, nous ont été présentées comme étant une détection directe. Parce que nous avons construit un instrument qui se trouve actuellement aux États-Unis et l'autre en Italie, qui permettent de voir ces petites vibrations de l'espace-temps. Mais en réalité, nous avions découvert les ondes gravitationnelles il y a 40 ans, et le prix Nobel a été donné il y a 25 ans pour ça. Mais les physiciens disaient, oui, mais la détection préalable était indirecte, parce que nous avions observé la différence de fréquence orbitale sur un système binaire de pulsars. Donc le système binaire de pulsars aurait mis en évidence les ondes gravitationnelles de façon indirecte, et l'instrument construit en Italie et aux États-Unis aurait permis de les voir de façon directe. Je pense sincèrement que cette distinction n'a absolument aucun sens. L'interféromètre LIGO n'a pas vu les ondes gravitationnelles. Ce qu'on a réellement observé, c'est une différence de contraste sur la frange noire de l'interféromètre. C'est tout sauf direct. Vous ne voyez pas une onde gravitationnelle. Mais on ne voit pas non plus le boson de Higgs. En fait, on ne voit jamais rien en science. Qu'est-ce que ça veut dire voir le boson de Higgs? Vous savez, cette fameuse particule découverte au CERN il y a quelques années. On ne voit pas un petit boson de Higgs là, on ne voit pas ça. On voit 2 photons émis back-to-back, dos à dos, et il se trouve que, à cette énergie-là, nous n'avons pas de meilleure explication possible. C'est juste ça une découverte en science. C'est un phénomène pour lequel il y a consensus dans la communauté qu'il y a une explication qui est à ce point meilleure que les autres, que nous pouvons considérer que le phénomène associé à cette explication est découvert. C'est ça une découverte. C'est pas direct. Et les ondes gravitationnelles mesurées par l'interféromètre, c'est hautement indirect. Ni plus ni moins que la détection précédente il y a 40 ans, où l'évolution d'un système d'astres ne pouvait s'expliquer du point de vue de la variation de sa fréquence de rotation que par l'émission d'ondes gravitationnelles. Bien sûr, on ne voyait pas les ondes, mais il n'y avait pas de meilleure explication possible, donc c'était une découverte des ondes. Et ça, je pense que Bachelard a raison de nous conduire à cette mise au point épistémologique, mais je pense qu'il a tort de surdéterminer cette distinction qui me semble être finalement très artificielle. Mais d'ailleurs, ça c'est constant chez Bachelard. Moi j'ai une affection pour Bachelard parce que je trouve que c'était un homme modeste et savant, humble et bienveillant. Ça fait tellement défaut dans le débat intellectuel contemporain. Donc j'ai une grande tendresse pour la personne de Bachelard, et puis pour le fait qu'il ait assumé d'être un scientifique qui aimait la littérature, qui aimait la poésie, et ça c'est dur. Donc de tout ça, j'en fais un de mes amis de cœur, mais sur le fond de son épistémologie, je crois quand même qu'il avait souvent tort. Même ce projet de métapoétique, ça supposait encore une sorte d'œil de Dieu finalement, donc il y avait quand même encore, et puis cette distinction qu'il opérait un peu naïvement parfois, je trouve, entre le mythe et la science qui regarde vers le passé, vers le futur. Je trouve qu'il a eu le mérite immense d'ouvrir des porosités qui étaient délicates à mettre en œuvre et d'autoriser quand même un peu la sortie du cercle de Vienne, une épistémologie quand même ravivée. Voilà, donc il a fait du bien, mais il me semble que les propositions stricto sensu importées dans la compréhension actuelle doivent peut-être être révisées. Et vous nous invitez donc à explorer plus encore que l'invisible, l'inaccessible. C'est une piste sur laquelle vous vous engagez en faisant l'hypothèse du multivers, qui est une hypothèse qui se déduit des théories les plus fiables de la physique. Et vous le faites notamment dans un ouvrage intitulé Des univers multiples, et vous pointez à plusieurs reprises les enjeux esthétiques que recouvre cette hypothèse. Est-ce que vous pourriez les mettre au jour Oui, alors le multivers, dont je ne suis absolument pas persuadé de l'existence, m'intéresse parce qu'il oblige les scientifiques, y compris ceux qui pensent pouvoir en faire l'économie, à se situer quand même d'un point de vue philosophique et également, comme vous le dites, esthétique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des débats assez vifs dans la communauté scientifique autour de cette question de l'univers multiple, avec là encore le mépris habituel entre ceux qui considèrent que l'affaire est entendue, nous vivons dans un multivers et ce n'est même plus la peine d'en parler, et ceux qui considèrent, je cite,
c'est not even wrong. Not even wrong, c'est le même pas faux. Sous-entendu, c'est tellement idiot que ce n'est même pas faux, c'est moins que faux. C'est stupide de façon quasiment essentielle. Bon, donc évidemment, comme vous l'avez compris, ce que j'espère, c'est que nous allons sortir de ce jeu d'invective mutuelle et réfléchir sereinement. Et réfléchir sereinement, en effet, c'est un peu subtil, parce que ça convoque beaucoup de questions. La première question, c'est l'idée d'univers multiple est-elle, disons, scientifique au sens canonique du terme? Est-elle falsifiable au sens de Popper? Mais Popper considérait qu'une théorie est scientifique si on peut en prouver la fausseté. Alors, j'ai deux réponses à ça. La première, c'est que je pense que ça l'est en effet, parce que, comme vous l'avez souligné, les multivers ne sont pas réellement une hypothèse, mais sont plutôt une conséquence d'hypothèse. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'ils sont inévitables dans toutes les théories physiques, ce n'est pas le cas, mais certaines théories physiques fiables conduisent à cette existence possible d'univers multiples, et donc la falsification de Popper s'opère non pas sur les multivers, mais s'opère sur les théories. Donc du point de vue épistémologique, je ne crois pas qu'il constitue en réalité une mutation radicale. Mais quand même, soyons un peu subversifs une dernière fois, quand bien même il y aurait une mutation, faut-il nécessairement s'en émouvoir? Toutes les révolutions scientifiques ont procédé non seulement d'une déconstruction de ce qui a été dit, mais aussi de la manière de dire. On le voit bien, la rupture copernicienne a également été de pair avec un changement des possibles du discours scientifique. Et il est évident que ni le concerto à la mémoire d'un ange de Berg, ni l'homme qui marche, l'homme qui marche, c'est peut-être Giacometti, mais Rodin doit avoir aussi l'homme qui marche, n'aurait été de l'art par un esthéticien, n'aurait été considéré comme de l'art par l'esthétique de la Renaissance, même si, comme vous le rappeliez, l'esthétique stricto sensu a été inventée par Baumgarten au XVIIIe siècle. Donc tous les champs disciplinaires se transforment de l'intérieur. Il serait quand même bien étonnant de figer la physique dans une méthodologie unique, alors même qu'elle est mouvante par essence. Donc, je trouve que le multivers est vraiment intéressant en cela qu'il oblige à se positionner et qu'il oblige finalement à comprendre que nos critères d'évaluation sont toujours des critères qui, à un certain niveau, vont avoir quelque chose à faire avec une dimension esthétique. Donc, il ne s'agit pas de dire que le beau doit supplanter le vrai. En fait, cette phrase n'a même pas de sens pour moi. C'est toujours plus compliqué que ça, parce que les modalités du beau ont toujours une dimension alectique, et les modalités du vrai ont toujours une dimension esthétique. On peut le récuser, mais l'histoire le montre, et l'évidence factuelle le montre. Donc, ce que je veux dire, c'est que préférer un modèle à un autre, toutes choses égales par ailleurs, ne peut pas faire l'économie d'une attente. Et cette attente est toujours liée à des critères qui sont en partie heuristiques, c'est-à-dire trouvons la théorie la plus efficace, et en partie esthétiques, c'est-à-dire trouvons la théorie la plus belle. Alors certains physiciens ont peur de ça et veulent se cramponner à ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire le critère de simplicité. Mais en fait, le rasoir d'Occam est très mal défini. Il n'est pas simple de savoir ce qui est simple. Et le multivers est un exemple frappant de ça. Si vous parlez en termes de matériaux mondains, le multivers ne satisfait pas au critère de simplicité, puisqu'il vous dit qu'il y a plein d'univers. Plein d'univers, c'est moins simple qu'un seul univers. Mais si vous regardez du point de vue théorétique, c'est-à-dire quant à la structure des théories, en fait, généralement, ce sont les théories les plus simples qui prédisent le multivers. Et vous devez complexifier les théories pour qu'elles ne prédisent pas le multivers. Et donc, la question est, où applique-t-on le critère de simplicité? Sur la théorie ou sur ce qu'elle prédit? Donc vous voyez que tout ça est mal défini en réalité. Et à un moment, je crois qu'inévitablement, en effet, il y a un critère esthétique qui s'invite dans la partie. Moi, je ne vois qu'un risque éthique avec cette idée de multivers. Ça serait de considérer que parce qu'il existe peut-être d'autres univers, que parce que peut-être nous avons des alter-ego qui ont la même discussion en ce moment même dans un univers parallèle ou très loin dans l'espace, alors ce monde-ci n'a plus vraiment de valeur. En effet, cette conclusion-là m'inquiéterait. Moi, je suis très inquiet de l'évolution écologique, politique, etc. de notre temps, et je détesterais que l'idée de multivers conduise à une forme de laxisme, et à se dire, finalement, c'est pas grave. Voilà.
détruisons la Terre autre part où notre Terre existe. Mais je crois que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est rigoureusement pas le cas. On le sait bien, hein, en amour, vous pouvez penser qu'il y a 6 milliards d'autres hommes ou femmes, la perte de l'être aimé ne sera pas consolée pour autant. Voilà. Et je crois que c'est exactement la même chose. Quand bien même il y aurait d'autres univers, ce que je ne sais pas, ce qui est possible, la singularité absolue, radicale, et donc la valeur strictement irremplaçable de celui-ci ne fait pas question. Je vous remercie beaucoup, Aurélien Barraud, pour avoir généreusement répondu à ces questions. Là, le plaisir et l'honneur étaient pour moi.